à tous et bienvenue sur Direct 7. Merci de nous choisir pour vous informer. Élections législatives et régionales, recensement électoral en cours, nouvelle charte des partis politiques en vigueur, congrès tous azimuts des partis politiques de l'opposition. C'est donc l'actualité politique depuis quelques jours au Togo. Et c'est dans ce contexte que le parti au pouvoir UNIR se préoccupe de la division au sein de l'opposition. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir des propos du ministre de l'Environnement, Foulibazi Kantari, cette semaine. Quel est l'état de santé de l'opposition togolaise? Le chef de l'État togolais se préoccupe-t-il réellement de son opposition? Mesdames et messieurs, voici le menu de notre débat. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir une figure de proue de l'opposition, Madame Brigitte Kafui Adiamagbo. Elle est secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, précédemment coordinatrice de la DMK, de la C14 et de CAP 2015. Bonsoir madame et bienvenue chez nous. Bonsoir et je suis heureuse de me retrouver avec vous dans votre émission pour une première fois. Et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Et en face d'elle, un aîné de la presse togolaise, il n'est plus à présenter, M. Tchaniao Arimio. Il est le directeur de publication de l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, président du Conseil national des patrons de presse. Bonsoir, chers confrères, et bienvenue. Merci, bonsoir. Je voudrais avant tout vous féliciter et vous encourager pour tout ce que vous faites ici. C'est la première fois que je foule ce beau studio vert et qui édifie depuis longtemps les Togolaises et Togolais. Et c'est tout heureux que je voudrais partager les quelques minutes avec Madame Adiamagbo. C'est un plaisir. On va y aller. Bonne soirée aux Togolaises et aux Togolais qui nous écoutent en ce moment et qui nous suivent partout dans le monde. Merci à vous, madame. Vous êtes coordinatrice de la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple. D'abord, comment va votre groupement? Eh bien, la DMP va bien. Elle est toute jeune, vous savez, mais avec beaucoup d'expérience. Et donc, nous travaillons. En ce moment, vous avez évoqué le recensement électoral. Eh bien, je peux vous dire que ce recensement-là nous occupe et nous préoccupe beaucoup. Nous nous organisons pour faire en sorte que, à l'issue du recensement, que nous puissions avoir un fichier électoral qui soit fiable et qui puisse servir de base à des élections démocratiques, transparentes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous permettre, en tant que journaliste, chers confrères, le monde médiatique togolais en deuil. Depuis le 6 juin dernier, Jacob Ahama n'est plus. On se pose la question, trop de décès dans la presse togolaise, c'est ce que les gens disent. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je crois que le décès fait partie du commun de tous les êtres humains. On ne peut pas croire que c'est dans nos rangs seulement qu'il y a des décès. Peut-être que les journalistes que nous sommes, beaucoup nous prennent pour des éclaireurs. Et donc, beaucoup nous prennent également pour des vedettes connues de tous. Et quand le malheur nous frappe, tout le monde est au courant parce que la plupart de nos citoyens, ou bref, le monde entier nous connaît, nous suit, nous écoute et nous lit de temps en temps. Et quand il advient qu'un d'entre nous vient à trépasser ou à quitter le commun, le monde des communs de mortels, tout le monde rapidement se rend compte. Sinon, dans nos villages, dans nos familles, un peu partout, il y a des décès. Mais pour revenir à la réalité, c'est que ces dernières années, nous avons connu ces malheurs. Et les raisons, elles sont immenses. Vous savez que nous exerçons. Et pour moi, notre travail, c'est un sacerdoce parce que nous ne gagnons pas trop dedans. C'est par vocation, à mon avis, qu'on vient au métier de journaliste. Et les retours que peut-être nous attendons, ne serait-ce que le minimum pour pouvoir survivre, c'est difficile. Vous le savez, je le sais, les Togolais qui nous écoutent le savent également. Et ça arrive que des confrères tombent malades et n'arrivent pas à se soigner. Mais pour le cas de Jacob,
Et je suis en train de chercher à savoir les raisons qui sous-tendent ce décès subit. Il m'a été révélé que le confrère était pendant longtemps souffrant d'un mal que jusqu'à présent je n'ai pas encore connu. On m'a dit qu'il est malade et qu'il se faisait soigner et puis c'est arrivé. Je crois que ça doit être une crise, mais est-il que nous sommes en deuil et nous avons été profondément touchés et nous continuons par pleurer. Jacob Ahama, qui, quand il me voit, essaye de me parler en wati, on fait des blagues, il me dit, Monsieur Kotokoli, mais je parle bien élevé, et puis on se tapote, on rit, ça fait un vide. Et je prie que le Seigneur protège nous qui sommes encore là, et qu'il assiste lui-même, parce que les êtres humains ne font pas mieux que lui. Ils assistent tout ce que le confrère a pu laisser derrière lui. Alors, Madame la coordinatrice, est-ce qu'au niveau de l'opposition, vous vous préoccupez également des journalistes, des situations qui arrivent? Je pense que c'est tout le peuple togolais qui ressent douloureusement cette disparition de Jacob. Surtout que c'est un journaliste qui était reconnu, aimé, parce qu'on sentait qu'il accompagnait vraiment la lutte du peuple togolais. C'est une perte énorme pour nous et nous ressentons vraiment cette perte-là à la DMP et nous voulons lui rendre un hommage et prier pour que il trouve la paix profonde à laquelle il a toujours aspiré et que surtout ses enfants et son épouse qu'il a laissé, eh bien, que le Seigneur même s'occupe d'eux, les console. Et vraiment, nous pensons que les journalistes, de manière générale, les Togolais sont très sensibles à ce que vous vivez, à ce que vous souffrez. Voyez-vous, avant d'entrer en studio, nous évoquions, je prenais des nouvelles de Ferdinand Ité en me disant, mon Dieu, nous espérons qu'il va revenir. En tout cas, je ne peux que présenter mes condoléances à votre corporation aussi et vous encourager vraiment, malgré les difficultés, à aller de l'avant et à faire l'effort d'accompagner vraiment l'évolution de notre pays vers un Togo meilleur. Le Togo auquel aspirent les Togolais et les Togolaises et pour lesquels ils se battent depuis plusieurs décennies. Merci beaucoup. Nous espérons que l'Éternel Dieu écoute nos demandes, nos prières et que notre confrère sera accueilli à sa droite. Madame la coordinatrice, je reste avec vous. Vous avez parlé du recensement électoral. Dans quelques jours, le recensement sera bouclé dans la 3e zone. Quel bilan peut-on faire? Parce que vous avez joué la sentinelle tout au long de ce recensement. Moi, je pense que si on veut être objectif, on dira que globalement, il est mitigé, mais par endroits, il y a beaucoup à faire. Dans la zone 3, où le recensement a cours en ce moment, nous avons eu à sortir un communiqué il y a 2 jours, je pense, pour faire un bilan à mi-parcours, et il s'est révélé que ce recensement ne s'est pas du tout déroulé comme on s'y attendait. Nos représentants nous ont signalé beaucoup d'inscriptions de mineurs, que ce soit dans les savanes ou aussi dans la COSA, on a eu ce genre d'informations, mais aussi d'étrangers. Nous avons été étonnés par le fait que les mêmes problèmes qui ont été soulevés depuis la première zone, c'est-à-dire tout ce qui est lenteur du recensement, comment dirais-je, défectuosité des appareils et tout ça, on l'a retrouvé encore. Et nous avons demandé que la CENI pense
a prolongé aussi le recensement dans cette zone. Et nous insistons pour que ce qui s'est passé dans la zone 1 là, que ça soit corrigé. Que nos compatriotes qui sont laissés sur le carreau, qui n'ont commis aucune faute, mais qui n'ont pas pu bénéficier de leur droit de se faire enregistrer pour détenir une carte avec laquelle ils participeront au grand choix que le peuple togolais aura à faire, et notamment à l'élection de ses représentants et de ses gouvernants. Eh bien, je pense qu'il faut absolument, après avoir fini la zone 3, retourner à la première zone. C'est l'avis de la DMP, un avis que nous avons partagé d'ailleurs avec la CENI, parce que nous avons tenu à rencontrer le président de la CENI et ses collègues, et je pense que le message est passé et nous faisons le suivi. Alors, quand vous dites que dans la zone 3, vous avez reçu des informations de l'enrôlement des mineurs et des étrangers, est-ce que vous avez des preuves? Ah ben oui. Ce dont nous avons parlé, eh bien, c'est avec des précisions, des précisions dans les centres d'enregistrement, là où ça s'est passé. Eh bien, tout ça, nous les avons. Et je ne pense pas que la CENI nous démentirait. Alors, cher confrère... Et ça veut dire, malheureusement, certains de nos représentants ont voulu empêcher ces enregistrements, mais ils n'ont pas pu. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur les listes électorales, et nous y veillerons. Ok, on va écouter la vision, sinon l'avis de notre confrère en tant que journaliste sur le terrain depuis la zone 1 jusqu'à la zone 3. Et qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Non, je crois que pour toute œuvre humaine, il faut chercher à tout moment à aller à la perfection. Nous tous, nous avons fait le constat des machines qui émettaient des lenteurs dans le travail. Nous avons vu au niveau de la zone 1 surtout que la semaine qui avait été impartie pour le recensement n'avait pas permis à une bonne partie de nos communautés de se faire enrôler. Et à travers tout ce que nous avons fait passer comme message dans nos débats, dans nos écrits, je crois que la CENI a dû entendre raison. Et elle a dû proroger de 3 jours, si j'ai bonne souvenance. Et au niveau de la zone 2, nous avons fait également le suivi en tant que journaliste. Et je crois qu'il y a eu une amélioration qui est venue corriger pratiquement les difficultés que nous avons constatées, évoquées et mises lors de l'enrôlement au niveau de la zone 1. Aujourd'hui, nous parlons de la zone 3 qui va boucler la boucle. Et madame, la coordinatrice, dit qu'à leur niveau en tant que politique, ils ont des informations selon lesquelles étrangers et mineurs ont été enrôlés. Vous avez très bien fait de demander à madame la coordinatrice s'ils avaient des preuves probantes. Heureusement, elle a dit qu'ils ont des preuves probantes qui permettent quand même de les soumettre au niveau de la CENI pour voir ce qu'il faut faire pour corriger. Parce que nous connaissons comment les choses se passent dans notre pays. À partir du moment où, aujourd'hui, le constat est fait, pendant qu'on est en train de faire le recensement, qu'il y a eu des étrangers qui sont en train d'être enrôlés, qu'il y a eu des mineurs qui sont en train d'être enrôlés, moi je crois qu'il faut attaquer ce sujet au niveau de la CENI avant les élections. Parce qu'il ne faille pas attendre qu'on aille aux élections, que la victoire soit d'un camp et qu'un autre camp vienne maintenant dire, hier nous avions annoncé, nous avions dit qu'il y avait des étrangers, des mineurs qu'on avait enrôlés, et c'est ce qui fait que quelque part les gens sont en train de nous gagner. Je crois qu'il faut tenir ferme et discuter, comme vous l'avez commencé, avec la CENI pour solutionner ce dossier. Cela permet
à tous ceux qui sont intéressés par la politique togolaise, d'abord nous-mêmes en tant que citoyens. Cela nous permet d'avoir des éclairages sur la question et des appréhensions sur ce qui peut se faire. Mais je crois qu'à ce stade, on peut continuer par discuter cette question-là. Et j'encourage la coordinatrice et ses pairs de l'opposition, s'ils sont vraiment en possession de documents fiables qui démontrent qu'il y a des étrangers qui ont été enrôlés comme étant des Togolais et qu'il y a des mineurs, de les brandir au niveau de la CENI pour corriger le tir avant que nous allions à ces deux élections très déterminantes. Alors, pour madame le la coordinatrice, quel travail avez-vous fait depuis que vous avez reçu cette information? Est-ce que vous avez documenté, vous avez saisi la CENI? Non, mais nous avons des informations précises qui permettent de vérifier ce que nous disons. Et ce qu'il faut regretter, c'est que on a l'impression que ça se fait avec la complicité des chefs traditionnels, qui facilitent la tâche à ceux qui sont mal intentionnés. Est-ce que ce n'est pas la question des témoignages? En attestant, oui, mais justement, c'est un problème auquel on s'est attaqué depuis et qu'on a posé depuis longtemps. Ce n'est pas normal qu'on en arrive à recourir à ces témoignages aussi lors des enrôlements. Et le problème ne se poserait pas si on avait pris les dispositions pour que tous les citoyens soient en possession d'une carte d'identité, ce qui est un droit. Mais bien qu'on ait posé ce problème-là à plusieurs reprises, le régime en place n'a jamais voulu le régler. On n'a jamais voulu faire en sorte que tous les Togolais qui le désirent puissent être en possession de cartes d'identité. Et le fait qu'on recourt dans un pourcentage important, je pense que ça doit aller dans au moins 70% à des témoignages pour enrôler les Togolais, ça n'amène pas à avoir confiance en nos listes électorales. Et c'est un problème qu'il faut résoudre, mais malheureusement, il n'y a pas de volonté politique. Est-ce que là, vous craignez déjà l'organisation des élections? Est-ce que vous émettez déjà des doutes? Non, mais nous nous battons. Nous nous battons pour que ces élections soient les plus transparentes possibles. C'est ce que je vous ai dit. Oui, en quoi faisant concrètement? Ça commence par le fichier. Ça commence par le fichier électoral. Et ça commence par la réunion d'un certain nombre de conditions de transparence que nous avons présentées dans une plateforme de revendication portée par la DMP et partagée avec tous les autres acteurs de l'opposition, à savoir la question de la CENI, même qui organise ces élections et qui n'est pas une CENI inclusive, ce n'est pas une CENI représentative des forces politiques en présence sur l'échiquier, c'est une CENI qui ne montre pas qu'elle est vraiment indépendante. Et pour nous, c'est clair que si on a la volonté politique d'aller vers des élections qui ne soient pas contestées, il faut faire une pause et prendre le temps de régler ce problème. Alors, il y a le problème du découpage électoral. Oui, ce découpage électoral qui est unique et qui ne rassure pas du tout. On a l'impression qu'on fait les choses pour arranger, on fait les choses pour gagner les élections et se maintenir au pouvoir. Et ça aussi, c'est un problème que nous pensons pouvoir amener à résoudre avant les prochaines élections. Alors, la publication même des résultats. Je reviens, mais je vais écouter mon confrère par rapport à ce que vous avez dit. On a l'impression que les institutions impliquées dans les élections, tout le processus ne convainc pas l'opposition. Non, je crois que lorsque on se constitue en parti politique,
lorsque on a des envies ou des rêves de diriger un pays, on s'y met et avec l'ensemble. Vous avez entendu quand on a demandé à Madame la coordinatrice tout à l'heure, est-ce qu'ils ont des preuves? Elle a dit qu'ils ont des informations vérifiables. Ça veut dire que ce n'est pas encore des preuves qu'ils tiennent en main, à mon avis. S'ils tiennent des preuves, là, au niveau de la CENI, je crois que cette question va être réglée. Vérifiable veut dire qu'il y a la preuve tangible. Oui, mais il faut qu'on dise qu'il y a Kodjo, donc voilà la naissance effective qui a 15 ans ou 14 ans, qui a été enrôlé comme étant un majeur. Voilà Kofi, voilà Pacha, voilà Isifou, voilà tel, avec des preuves. Quand je parle de preuves, c'est qu'il faut qu'on présente la naissance et la carte supposée. Attendez. Non, bon, j'ai fini. Il va terminer. Oui, je termine. Moi, je crois que très souvent, c'est ce qui a causé problème au Togo. Vous pensez qu'il n'y a pas de preuves probantes? Non, je ne suis pas au niveau de l'opposition ni dans un parti politique. Moi, je suis observateur. J'ai dit qu'il y a eu d'ailleurs des élections où il y a eu des contestations. On n'a pas encore cru avoir vidé certains dossiers de contestation qui datent de plus de 15 ans dans ce pays, qui datent de plus de 12 ans. Mais j'ai dit que le seul problème qui fait quoi et que les gens ne s'y comprennent pas, c'est le fait qu'on dit, oui, on a volé. Et au même moment, les gens attendent avoir les preuves de la culpabilité, mais qu'on ne voit pas ces preuves-là de façon tangible. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, Madame a dit que la CENI n'est pas une CENI représentative. Je ne peux pas revenir sur comment la CENI a été composée ici, mais je crois entendre qu'il y a certaines personnes ou certaines figures de notre opposition qui se retrouvent dans cette CENI. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aller à une CENI technique? C'est ce oui, mais on l'a toujours dit. Mais je crois qu'il faut saluer en passant certaines réactions de l'opposition aujourd'hui qui, moi, dans mon corps et âme, me rassurent que l'opposition est en train de prendre une expérience. Madame a dit tout à l'heure qu'ils sont jeunes dans leur dynamique actuelle. Ils sont jeunes, mais pleins d'expérience. C'est la dynamique qui est jeune, pas les acteurs. Oui, mais voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que quand les acteurs ont l'expérience, ça veut dire qu'ils savent comment tourner autour de la chose pour avoir ce qu'on veut concrètement. Pour moi, la CENI technique dont nous parlons, il y a eu des éléments, des événements qui sont sortis des rangs de l'opposition, qui ont empêché d'asseoir une CENI technique, qu'on soit sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'engouement qu'on a par rapport à ce recensement. C'est parce que l'opposition, de façon unanime, s'est dite qu'il faut qu'on fasse à ce que les gens se fassent enrôler. Mais il fut des moments où, au moment où les gens s'organisent pour recenser, pour demander aux leurs d'aller se faire enrôler, il y a cette opposition qui disait aux gens, ne sortez pas, Mingbayo, ne passez pas, parce que ça ne donnera aucun résultat. Alors, et j'ai dit que les conséquences sont là. Et nous sommes en train de courir derrière ces conséquences-là, qu'on n'arrive pas à corriger. Madame la coordinatrice, apparemment, vous ne détenez pas de preuves. Tout ce que vous dites, vous n'arrivez pas à le justifier. Et vous étiez en train de parler également du fichier électoral. Non, mais vous savez, je vous rassure que la CENI elle-même, elle sait de quoi on parle. L'information, si elle veut avoir la preuve, eh bien, on lui donnera les précisions qu'il faut pour qu'elle puisse retrouver sur les listes qui vont être affichées là où il y a eu des problèmes. Et je voudrais continuer en disant que M. Arimi Yawa parlait tout à l'heure d'élections contestées depuis 10 ans, depuis 15 ans. Je voudrais dire que c'est quelque chose qui ne nous honore pas au Togo. Et que c'est un des mécanismes par lesquels ce régime, qui va avoir bientôt 60 ans, s'est maintenu. Il a raison. La seule élection qui n'a pas été contestée dans notre pays, ce sont les législatives de 1994. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce palmarès?
quelle image ça donne de notre pays, le Togo. Hein? On fait ce constat, donc vous et moi, nous sommes d'accord sur ce constat-là qu'il n'y a eu que des élections contestées. Et pourtant, nous sommes censés être dans un pays démocratique. Rien que ce point-là prouve que la démocratie dont on parle au Togo n'est qu'un leurre. Et heureusement que nous, on en est conscients et qu'on se bat pour arriver véritablement à poser ce pays sur le socle de la démocratie. Et nous y arriverons avec les Togolais qui prennent de plus en plus conscience, eux aussi, du rôle qu'ils doivent jouer. Eh bien, je pense qu'on va y parvenir très bientôt. Alors, sur la question de la contestation des résultats, on a vu cette opposition également parfois divisée dans des regroupements. Vous avez été coordinatrice de plusieurs coalitions. J'ai parlé de la C14, de la DMK, du CAP 2015, aujourd'hui de la DMP. Nous allons comprendre exactement la santé de cette opposition au Togo, mais on va marquer une pause. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Deuxième partie de notre émission, Coin de vérité. Merci à vous tous qui nous suivez. Je suis avec mes deux invités, Madame Kafu Brigitte Adiamagbo, elle est secrétaire générale de la CDPIA, coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, et Monsieur Tchaniao Arimiao, journaliste et président du Conseil national des patrons de presse. Madame la coordinatrice, je reste avec vous sur la division au sein de l'opposition. Vous avez vu les congrès de ces derniers jours, ce qui s'est passé au CAR, à l'UFC. Au niveau de la dynamique, Monseigneur Podio, vous êtes devenu la DMP. Au niveau de l'ANC également, des exclusions en tant que coordinatrice. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, non, mais vous avez raison quand vous faites le constat qu'on n'a pas une famille, on ne forme pas une entité homogène à l'opposition. Et vous savez qu'en tant que CDPA, je suis la première personne à regretter ce genre de choses parce que c'est depuis 1992 que mon parti a commencé à alerter les Togolais, à leur dire « Attention, nous avons obtenu le multipartisme, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas encore la démocratie. Faisons comme si nous n'étions pas en multipartisme et défendons d'abord la démocratie. Après, on fera jouer les règles normales en démocratie. » Bon, ce n'est pas évident. Ceux qui défendent des intérêts partisans, c'est légitime, sauf qu'il faut qu'ils comprennent que justement on n'est pas encore en démocratie et que ça ne peut pas marcher. Bon, c'est quelque chose. Oui, on n'est pas en démocratie. On n'est pas, vous n'allez pas me dire le contraire. Alors comment qualifier le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans une dictature. Est-ce que vous connaissez un pays démocratique qui a 115 détenus politiques? J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Vous en connaissez avec autant d'exilés politiques? Et justement, la DMP a inscrit ces 2 points sur sa plateforme de revendication aussi, parce que nous pensons que si on a la volonté d'aller vers l'apaisement, pour que nous organisions des élections qui soient des élections non contestées, eh bien, il faut créer les conditions pour que les exilés politiques qui le souhaitent reviennent au Togo et que les détenus politiques soient tous libérés. Regardez, on s'entête, les mêmes disent il n'y a pas d'opposition en mauvaise santé. Mais celles qui parlent, au moins déjà écoutez-la, si tant est que vous recherchez vraiment une opposition forte,
celle qui est regroupée dans une entité et qui vous parle, notre plateforme de revendication, elle a été transmise au chef de l'État par une lettre depuis le 13 juin. Et à ce jour, nous n'avons aucune réaction. Mais est-ce que vous pensez que c'est tout ce que vous décrivez qui vous divise à l'interne? Comment? C'est tout ce que vous décrivez qui vous divise à l'interne? Non. Moi, je vais dire, il faut appeler les choses par leur nom. Le régime feint de se réjouir de la division de l'opposition, mais au fond, il est un facteur de division. Il fait tout pour diviser l'opposition. Comment ça? On le sait, et les Togolais le savent aujourd'hui. Les Togolais savent comment il arrive à retenir certains partis qui ne veulent pas se mettre ensemble avec les autres partis de l'opposition pour agir, en tout cas, et parler d'une même voix. Vous pensez que le pouvoir a son opposition quelque part? Attendez, voyez-vous, je ne veux pas, ne me faites pas rajouter à la division. Moi, non, mais si c'est un coin de vérité, c'est de faire en sorte que tous les partis politiques d'opposition qui veulent vraiment, qui ont fait le constat que nous sommes dans une dictature et que la démocratie n'est que de façade, ce n'est que du vernis, que tous ces partis d'opposition-là aient l'intelligence de comprendre que l'union fait la force, comme l'adage commun le dit. Maintenant, s'ils ont du mal, moi, mon rôle, ce n'est pas de creuser davantage les divergences, mais c'est de faire en sorte que tous voient qu'on peut se mettre d'accord sur l'essentiel dans l'intérêt supérieur du Togo. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'il n'est pas normal qu'on se taise sur la centaine et plus de détenus, quitte à être désavoués par une cour de justice communautaire. Je veux faire allusion à la décision récente de la Cour de justice de la CEDEAO, qui ayant été saisie par les détenus de Tigre Révolution, a dit le droit et a dit que ses compatriotes, il n'y a pas de raison qu'ils soient détenus comme ça. Est-ce qu'ils sont qualifiés de prisonniers politiques? C'est des prisonniers politiques. Le régime joue avec les mots, mais il faut appeler un chat un chat. En tout cas, ce qui a été dit par les juges montre que, effectivement, c'est des gens qui n'avaient rien fait et qui ont été détenus juste pour des raisons politiques. Donc, nous disons, nous, à la DMP, on a sorti hier un communiqué dans lequel on disait, pour nous, le régime devrait prendre cet arrêt-là comme une opportunité qu'on lui donne. Il n'a qu'à saisir cette opportunité et libérer non seulement les 10 détenus, mais étendre cette décision à l'ensemble des détenus politiques comme un signe de volonté à aller vers l'apaisement. Ce serait vraiment dans leur intérêt et dans l'intérêt du Togo. Alors, chers confrères, comment vous analysez aujourd'hui notre opposition, la santé de cette opposition? Mais on semble dire que nous sommes dans une dictature. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne crois pas que, en tant que tel, on peut encore dire que depuis les années 90 jusqu'en 2023, le Togo soit resté tel qu'on le décriait il y a plus de 30 ans aujourd'hui, qu'on dise que nous sommes restés là où nous étions. Je crois que quelque chose a dû changer. On peut avancer ou reculer? On avance, on ne recule pas à mon avis, parce que l'exercice même que nous faisons à ce plateau, il y a des années, il n'était pas possible de le faire, de parler aisément du pouvoir à un plateau comme ça. Aisément, vous voulez dire? Dans le temps. Vous savez ce que ça pourrait nous coûter. Je dis dans le temps. Oui, oui. Mais ici, ici nous le faisons pratiquement tout le temps. Donc, la dictature est hostile au débat dans tous ses compartiments. Et aujourd'hui, nous avons du débat.
tous les jours au Togo, nous débattons. C'est-à-dire pour vous, nous dans sommes la contradiction. démocratie, c'est ça? Donc pour moi, il y a une bonne marche. Vous pouvez me dire pourquoi votre confrère... Non, j'en viens. Sortir Ce n'est pas tous les jours qu'au sortir des débats, on nous prend. C'est de ça que je parle. Nous avons au moins la parole, nous disons au moins nos idées telles que nous les pensons. Donc après les émissions, on prend des gens. Oui, pas tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Que lundi, par exemple... Comment le regretter Jacob Ahama? Oui. Il a été secoué là. Je sais, tout ça là. Quand je parle, c'est parce qu'on dit que... J'ai dit que c'est parce qu'on dit que nous sommes dans une dictature que j'ai dit que nous évoluons. On a évolué dans la démocratie parce que nous arrivons à nous exprimer. Nous sommes en démocratie, nous évoluons de la dictature vers quelque part. Bien sûr, on évolue. D'où? Vers où? Ben, d'hier à aujourd'hui, parce qu'avant, nous n'avions qu'un seul parti politique. Aujourd'hui, nous sommes dans la marche de la démocratie. C'est pour ça que vous avez la coordinatrice à ce plateau et qui représente plusieurs partis politiques de l'opposition. Et c'est parce que nous sommes en démocratie que depuis un bon moment, on va aux élections avec plusieurs partis. Que le ministre de l'Intérieur... non, la question... Moi, je voulais dire quelque chose. Oui, et tranche qui a raison, qui a tort. Non, moi je suis... Et le même régime regrette la division. Non, moi je crois qu'il faut que nous posions les bases, les fondamentaux de la démocratie. Pour moi, s'il n'y avait pas de démocratie, on n'aurait pas de partis politiques de l'opposition. Et hier, quand je parle d'hier, on n'avait qu'un seul parti politique. Et c'est en cela que tout le monde était contraint à se reconnaître. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, parce que nous n'allons pas finir cette émission sans que je revienne sur la question et des preuves et de la transparence des élections dont Madame a parlé. Elle a dit qu'ils sont en train de lutter avec assurance et qu'au bout de ces élections, il y aura la garantie de la transparence. Je me suis posé une petite question à moi, en me disant, le gage ou les socles ou les béquilles d'une garantie d'une élection dans un pays, c'est quoi? Parce que quand nous faisons des élections au Togo, je crois que les mêmes gages dont on se réclamait hier et qu'on continue de se réclamer, on ne peut pas jouer et être arbitre nous-mêmes. Nous avons des gens qui viennent, que nous appelons des observateurs. Les gens ont foi en l'Union européenne. Les gens parlent du groupe des 5. Mais quand nous faisons les élections ici, normalement, les observateurs internationaux, je ne peux pas parler des organisations non gouvernementales pays. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur tous les jours, qui nous observent et qui, à la fin, nous livrent leur impression, tout ce qu'ils ont vécu, que ce soit dans le bureau de vote et sur tout le territoire. Nous avons le groupe des 5. Ce qu'ils disent fait foi. Oui, c'est l'opposition même fait foi, des fois, à la France. Elle fait foi à l'Allemagne. Elle fait foi aux États-Unis. Chaque fois quand on va aux élections et que ça finit, les gens attendent le dernier mot de ces grandes puissances. Et je crois que jusqu'à ce jour... Et pourquoi refuser? Attendez que je finisse d'abord. Je finis d'abord. Je finis, vous revenez. Et toutes les élections qu'on a connues, que l'opposition, malheureusement, contestait, et que nous avons, en tant qu'observateurs, en tant que journalistes, attendu de voir des preuves sur lesquelles on va travailler, nous sommes restés jusqu'à ce jour sur notre soif. Et les gens que l'opposition même évoque, que c'est eux qui devraient donner la crédibilité, disent que l'élection s'est passée sans problème, dans la transparence totale. Et c'est ce que vous qui nous avons toujours. Les preuves. Les preuves, c'est celui que si tu me voles, je dis que tu as volé, c'est moi qui donne les preuves de ton vol. Madame et quand on parle des observateurs, jusqu'à ce jour, qu'on me dise si la France, en laquelle l'opposition elle-même, elle croit, parce que quand les gens ont contesté les élections récemment, ils ont évoqué la France. On a dit que la France même devrait dire ceci, que les États-Unis devraient dire, mais jusqu'à ce jour, moi je n'ai pas vu les critiques, même les minima de critiques de ces puissances qui sont venus nous observer. Je n'ai pas vu la non-satisfaction des observateurs qui nous sont venus d'un peu partout. C'est pour cela que j'ai dit, quand on commence par nous dire que dans la 3e zone, étrangers et mineurs ont été enrôlés, ça veut dire qu'on est en train de préparer
le motif qui va justifier les prochaines défaites. Et je vous assure que si prochainement, on va au régional, on va aux législatives, et que l'opposition dans ces propos-là perdait, on va vous évoquer que c'est normal. Nous avions dit dans ce pays qu'il y avait des étrangers qu'on a enrôlés, personne ne nous a écoutés. Nous avons dit qu'on a enrôlé les mineurs, personne ne nous a écoutés. C'est pour ça que je reviens pour dire que Madame la coordinatrice, oui, est-ce que ce qu'elle dit, ça engage leur dynamique ou ça engage toute l'opposition? Si c'est oui, que toute l'opposition s'organise pour qu'on tranche cette affaire-là avant d'aller aux urnes. Oui, on va écouter Madame la coordinatrice parce que apparemment les observateurs font foi aux résultats et vous-même. Du coup, non, il y a une question, une observation préalable que je voulais faire. Je me demande, votre confrère, il parle en tant que représentant du régime en place ou en tant que journaliste. Si c'est le cas, je voudrais dire, et vous conviendrez avec moi que il n'est pas dans son rôle de journaliste. Nous l'avons invité en tant que journaliste. Donc faites-lui observer qu'un journaliste ne donne pas l'impression de parler au nom d'une force politique donnée, mais un journaliste fait une analyse objective. Je me croirais est-ce qu'il n'a pas le droit de donner son point de vue, débattre avec un représentant du NIR ou du régime en place. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que tout ce qu'il dit là, il sait très bien que l'observation internationale, surtout dans la forme actuelle, est devenue complètement inutile et ne peut en aucun cas être un indicateur de fiabilité des élections. Et je voudrais ajouter en lui posant la question de savoir, est-ce qu'il sait que le régime, et d'ailleurs ce problème-là, on en a discuté la dernière fois avec la CENI pour leur dire, vous devez faire votre travail, c'est à vous d'apprécier les demandes de ceux qui veulent observer les élections, de les approuver et donc le ministère de l'administration territoriale n'a rien d'autre à faire qu'à entériner les choix que vous avez faits. Or, on a vu tout dernièrement que des observateurs sérieux ont été refusés. On a vu, et je veux dire des observateurs internationaux, le NDI par exemple. Vous parlez des élections 2020. Oui, on a vu que les observateurs nationaux ont également été refusés, notamment les observateurs de justice et paix. On a vu comment on a refusé de les accréditer sous prétexte qu'on veut savoir d'où ils trouvent, d'où ils obtiennent les fonds qu'ils utilisent pour l'observation. Ça veut dire qu'une vraie observation gêne et qu'on a fini par s'accommoder avec une certaine observation à qui on oppose le principe de la souveraineté nationale pour l'emmener à aller plus loin et à ouvrir grand les yeux et à regarder ce qui se passe au fond. Dans tous les cas, je voudrais rassurer M. Arimiao qu'à la DMP, nous avons compris que ce ne sera pas une partie de plaisir les prochaines élections et nous nous y préparons avec les Togolais. Les Togolais comprennent qu'eux aussi doivent se préparer pour ces élections-là et doivent y participer non seulement en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs contribuant à la transparence du scrutin que tout le monde souhaite et qui seul peut nous permettre de valider le choix que les Togolais ont fait depuis plusieurs
décennies d'aller véritablement en démocratie, d'être gouverné par une autre équipe. Les citoyens, ils ont le droit de choisir les gouvernants, mais le problème que nous avons au Togo, c'est que ce droit-là, on fait tout pour que les Togolais ne puissent en jouir. Alors, dans ce contexte, cette fois-ci, eh bien, ça va pas être une partie de plaisir. C'est pour ça que lorsque un membre du régime s'amuse à railler avec la situation de l'opposition en disant nous, on aime une opposition forte, j'ai une réponse pour lui. Ils ont intérêt à se préparer à aller dans l'opposition. Parce que vous parlez de qui? L'opposition, elle est là pour tout le monde. Et les Togolais ont compris. Et je suis sûr qu'avec les élections qui arrivent, eh bien, ce sera un début de quelque chose. Un début de la fin de ce régime qui va avoir bientôt 60 ans. Alors, dans ce contexte, on a vu certains de vos collègues appeler le pouvoir à partager son pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que le pouvoir s'ouvre à l'opposition. Est-ce qu'au niveau de la DMP, vous êtes dans la même logique? Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout dans la même logique. Au contraire, ce pourquoi nous nous battons, c'est véritablement pour une alternance. Le pouvoir n'est pas l'héritage de ceux qui l'ont gardé depuis bientôt 60 ans. Ce n'est pas leur héritage. Le pouvoir appartient aux Togolais qui décident à qui ils vont le donner. Et donc, il ne faut pas se comporter comme si certains, ayant le privilège d'en avoir hérité, il faut aller les supplier pour qu'ils acceptent de partager. Est-ce que ce n'est pas une question de collaboration avec le pouvoir? Non. Nous avons nos textes qui réglementent la manière dont ce pays doit être gouverné. Eh bien, on entend se baser sur ces textes-là. Et nous sommes convaincus que les Togolais comprendront la vision qui est celle de la DMP et qui est de faire en sorte qu'à l'issue des prochaines législatives, eh bien, ce soit une majorité de représentants du peuple qui prennent la tête de l'Assemblée et qui soient à l'exécutif pour commencer à appliquer leur programme. Un programme qui va dans le sens intégral des intérêts des Togolais. Alors, chers confrères, on a écouté le président de Santé du Peuple qui appelle le président Faure Gnassingbé à s'ouvrir à l'opposition pour le partage de son pouvoir. Est-ce que dans ce contexte actuel, c'est la solution pour vous? Non, et madame vient de dire quelque chose de très sérieux. Et je crois que quand on crée un parti politique, c'est qu'on a une vision. C'est qu'on veut aller à la conquête de tous les enjeux qui attendent le pays et qui sont constitutionnellement reconnus. Et donc, on ne peut pas créer un parti et se camoufler derrière le parti et dire que ceux qui gouvernent viennent partager tout simplement le pouvoir avec soi comme si c'était un gâteau. On a vu des gouvernements d'union. Non, écoute, gouvernement d'union, oui, mais à ce stade où Santé du Peuple demande qu'on partage le pouvoir, nous sommes à quel enjeu? On est à mi-chemin d'un mandat et patati, et on dit de partager. Alors qu'il y a des enjeux où on peut se mettre à travailler. Comme madame l'a dit tout à l'heure, que ce ne serait pas un rendez-vous de complaisance, mais que Santé du Peuple aussi se lance dans la bataille, parce que c'est un parti de l'opposition, à ce que je sache, qu'il se mette dans la bataille et que ce qu'il fera de sa semence lui permettra d'être aux affaires. De ce qu'il sortira de ces 2 élections qui arrivent, le mettra dans la danse de la direction du pays. Moi, je crois que les dirigeants de ce pays doivent chacun comprendre le jeu politique. Et je crois qu'au niveau de madame la présidente ou la coordinatrice Adjamabo, les gens ont compris. Sauf que
quelque part, il y a des partis qui croient qu'il faut rester sous l'ombre du nom de leur parti et venir chercher à rentrer dans la direction ou dans le gouvernail du pays. Moi, je crois que c'est moi qui l'ai dit. Peut-être que d'aucuns Togolais ont trouvé ça salutaire, ont trouvé ça bien. Il s'agit de s'asseoir et de dire, bon voilà, nouvelle dynamique, venez, prenez tel nombre de ministres, vous venez, prenez... Bon, je crois que je n'ai pas compris sincèrement le fond de ce que Santé du peuple demande. Mais pour revenir, Madame a dit tout à l'heure qu'elle a l'impression d'avoir un membre du parti au pouvoir avec elle au plateau ici. Non, je ne me suis jamais inscrit dans cette peau. Tout ce que j'ai dit ici, c'est pour la bonne marche du Togo. Quand on est journaliste, on doit s'inquiéter quand ça ne va pas pour le pays. De tout temps, quand il y a des contestations, quand il y a télescopage entre opposition et pouvoir en place, c'est le peuple qui en pâtit. C'est vous et moi. Et nous, journalistes, on doit poser les jalons qui permettent aux deux camps, c'est-à-dire pouvoir et opposition, de pouvoir bien jouer le jeu pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la quiétude pour nous. Et tout ce que je disais tout à l'heure, tout ce que... Oui, madame, je viens, puisque ce n'est pas à ce plateau seulement que je le dis. Je veux bien qu'une fois, on nous donne la preuve et vous allez voir comment nous allons nous comporter. Parce qu'à chaque temps qu'on le dit, nous, en tant que journalistes, parfois nous sommes bloqués. Parce que vous allez parler de façon fictive. Vous allez faire des attaques de façon fictive. Ça veut dire que nous, moi je crois que le ministre dont vous avez parlé tout à l'heure, un membre du gouvernement, qui disait qu'il s'en inquiète dans leur parti par rapport à ce qui arrive dans l'opposition, si ça vient de lui, c'est une réalité. Parce que moi, je ne peux pas vouloir jouer un match et me retrouver avec un enfant de 2 ans, alors que moi j'ai cette taille, j'ai tout ça là. Non. Moi je crois que si l'opposition est soudée, si l'opposition travaille bien, et si l'opposition est une opposition de taille devant ce régime, on n'irait même pas entendre ces discours-là. Et je crois que madame, vous êtes en train de travailler, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous voulez dire que le pouvoir n'est pas ce qu'il fallait? Non, si le ministre dont nous parlons, puisque madame a évoqué le ministre, oui, c'est le ministre de vous l'avez évoqué. Mais qu'est-ce qui peut amener un ministre à dire publiquement que ce qui se passe dans le cas adverse les intéresse et pardon qu'ils sont préoccupés. C'est de l'hypocrisie. Voilà, moi je crois... Quand on sait à qui on a affaire. Oui, justement, moi je voulais dire que l'opposition se remette telle que madame dit qu'ils sont en train de s'organiser et vous verrez. Parce qu'aujourd'hui, tous les congrès nous ont révélé des films et les Togolais n'en reviennent pas. Et si les gens n'arrivent pas à se réorganiser, quelque part, on sent qu'il y a la fragilité qui emporte. Par exemple, dans les partis, les récents, qui ont fait le congrès, où vous avez vu des scènes où les gens mettent 2 bureaux. On dit c'est celui-ci, après les autres se retrouvent, ils disent que non, c'est plutôt l'autre. Quelque part, ça fragilise. Et si le pouvoir en place se dit être préoccupé, il est derrière, justement. Oui, non, mais ça, c'est l'œil de politique. Vous avez l'œil de politique, comme moi, je n'ai pas. Moi, je suis journaliste, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que je dois poser cette question à... Moi, je ne sais pas ce qui se passe en tant que journaliste. J'ai déjà posé la question sur la santé de l'opposition. Aujourd'hui, face aux déclarations du ministre Foli Bazi Katari, en quelques secondes, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, vous n'inquiétez pas le pouvoir? Oh, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Il voit bien que malgré les problèmes que nous avons au sein de l'opposition, il y a une opposition qui se bat, qui a compris que l'union fait la force et qui continue de se battre, qui est en rang de bataille, surtout pour les prochaines échéances électorales, où on ne les attendait pas. On n'attendait pas l'opposition. Ce n'est un secret pour personne que ce que ce régime aurait voulu, c'est qu'en face, il ne trouve personne, comme ça a été le cas en 2018, où il a pu choisir ses opposants, s'arranger avec eux. Il voit bien que ce ne sera plus pareil. Moi, je pense que
c'est des signes plutôt d'inquiétude. Hein. Et nous, on est serein, on avance, on continue de travailler avec qui veut. Hein, nous savons où nous voulons aller. Alors, on vous accuse de ne pas avoir les preuves de vos victoires que vous revendiquez. Que ferez-vous cette fois-ci pour cette élection? Nous ferons au lendemain de ces élections. Il n'y aura plus de contestation. C'est ce que vous voulez dire? Il n'y aura plus de contestation. Est-ce que vous prendrez des dispositions pour qu'il n'y ait plus de vols que vous dites tous les jours? Les vols, on va les dénoncer. On ne va pas se taire. Pendant les élections, on a un mécanisme de surveillance qui est en train d'être construit. Nous serons au rendez-vous et nous travaillerons en harmonie, en synergie avec les citoyens togolais. Nous ferons en sorte que chaque citoyen togolais sache que ça dépend de lui si il veut que ses aspirations à l'alternance se concrétisent ou avancent considérablement à travers les élections futures. Et le Togolais jouera ce rôle. Alors, je pense que ce régime, il devrait s'inquiéter. Alors, chers confrères, nous tendons vers la fin de cet entretien. Alors, quel mot vous avez sur la santé même de l'opposition togolaise? Non, je crois que de peur qu'on nous taxe d'avoir pris les boubous de politiciens, je voudrais dire que je me réjouis de la position actuelle de l'opposition, malgré les difficultés ça et là qu'on a vues. Je me réjouis et je félicite l'opposition surtout par rapport à ce recensement. L'engouement que nous avons connu, quelque part, vient du fait que l'ensemble de la classe politique s'est dite enfin, entendons-nous, allons-y, nous allons y aller. C'est pour ça que les gens sont sortis massivement. Je vous assure qu'il fut des moments où, pendant que les gens faisaient l'enrôlement, d'autres continuaient par circuler le pays pour dire aux communautés, ne vous faites pas enrôler. Aujourd'hui, c'est de commun accord, d'une bouche commune, que la classe politique parle. Et ça, c'est un acquis pour l'opposition. Ça veut dire que les enjeux qui nous attendent vont être des enjeux très serrés parce que tout le monde donne ses intentions, ses envies d'y participer. Et nous autres, en tant qu'observateurs, nous allons regarder et suivre le déroulement des choses et au temps opportun, si nous avons la possibilité de nous prononcer, on dira comme nous sommes en train de faire des commentaires aujourd'hui. Pour le reste, je prie pour le Togo, pour les Togolaises, pour l'ensemble de la classe politique et pour la presse togolaise. Et j'ai dit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui pour nous. Merci d'être venu dans notre studio. C'est moi qui vous remercie. Alors, Madame la coordinatrice, vous avez écouté l'observateur vous féliciter dans l'opposition. Si vous avez un mot à l'endroit des militants de la DMP et de l'opposition, que direz-vous? Eh bien, à l'endroit des militants de la DMP, mais aussi de tous mes concitoyens, parce que je sais que l'immense majorité de nos concitoyens veulent être gouvernés par une autre équipe. Et ils comprennent de plus en plus qu'il faut qu'ils se mobilisent. Ils ont commencé à le montrer, comme l'a dit tout à l'heure votre confrère et mon ami. Et donc, je crois que mes mots seront des mots d'encouragement. Il faut se mobiliser avec davantage de détermination, ne pas écouter ceux qui doutent encore. Nous devons aller à ce combat-là en travaillant avec la ferme conviction que cette fois-ci, nous arriverons à concrétiser les aspirations des Togolais. Alors, je voudrais dire à tous mes concitoyens et concitoyennes, mobilisons-nous, restez à l'écoute, faites-nous confiance, nous faisons du travail, vous serez sollicités, la victoire sera aux forces
qui sont des forces progressistes, les forces démocratiques, ceux qui veulent un Togo meilleur, un Togo démocratique et prospère. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Merci à vous tous qui êtes restés à l'écoute de cette émission Coin de Vérité. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.